questions qu'on pose, le podcast. Bonjour et bienvenue dans Les questions qu'on pose, le podcast, épisode 3. Et je dois vous annoncer que j'ai beaucoup d'épisodes en préparation sur des sujets très variés. Mais pour aujourd'hui, on va encore parler des intoxications fongiques, parce qu'on n'a pas encore fait le tour du sujet. Les intoxications fongiques. Dans l'épisode 1, on avait parlé des principales intoxications fongiques et on avait vu comment des gens pouvaient tomber malades après avoir mangé n'importe quel champignon. Dans l'épisode 2, on a vu qu'on pouvait aussi tomber malade avec des champignons comestibles et comment ça arrivait. Et dans l'épisode 3, on va enfin aborder le chapitre qui devrait passionner tout chercheur de champignons, les confusions. Comment est-ce qu'on se trompe de champignons ? Les confusions sont responsables de 2/3 des intoxications fongiques, et pas des moindres. Elles peuvent avoir des conséquences graves, mais c'est encore un sujet beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En décryptant les confusions qui ont occasionné des intoxications de 2021 à 2023, j'ai d'abord pensé que ça allait m'aider moi-même à ne pas me tromper. Parce que oui, au fait, malgré les histoires horribles d'empoisonnement que je vous raconte maintenant depuis 3 épisodes, et encore j'en ai bien lu d'autres pendant mes recherches dont je vous parlerai pas, eh ben oui, malgré tout ça, je mange des champignons que j'ai cueillis moi-même, et évidemment, je ne veux pas me tromper. Et le but de ce podcast, c'est aussi, outre de vous divertir et de vous intéresser, de vous transmettre des connaissances utiles. Rappelez-vous, il y a 336 cas d'intoxication survenus en 2021 pour lesquels on connaît à la fois l'espèce que le cueilleur croyait avoir trouvée et l'espèce qu'il a réellement trouvée, qui a été déterminée à la suite de l'intoxication par un expert mycologue. Si 73 de ces cueillettes étaient conformes à l'espèce recherchée, l'intoxication s'expliquant alors par un défaut de conservation, de cuisson, etc., tout ce qu'on a vu dans l'épisode 2, ça nous laisse quand même 226 cueillettes pour lesquelles on sait qu'il y a eu confusion, mais on sait aussi précisément quelle confusion est arrivée. Et ce type d'information est disponible dans chaque rapport de l'ANSES et également le détail des intoxications graves avec les confusions qui sont advenues quand les données étaient disponibles. Le décryptage des intoxications survenues en France ces dernières années apporte donc effectivement des informations précieuses sur les champignons les plus dangereux, ceux qui occasionnent le plus de confusion, et les confusions les plus graves. Mais ce n'est pas aussi simple que je le pensais. J'ai eu un énorme travail pour trier et organiser ces données de manière à en faire ressortir des informations utiles. Et je vais vous expliquer pourquoi. On l'a vu dans l'épisode 1, Jean-Bernard décide d'aller en forêt, de ramasser n'importe quel champignon et de le manger. Quand on lui demande ce qu'il a mangé, il répond « je sais pas ». Ou alors il répond « des champignons » ou « des champignons blancs ». Dans ce cas, on ne peut pas parler de confusion. Il a simplement mangé des champignons non identifiés. Mais si le même Jean-Bernard, qui a mangé n'importe quoi, décide de répondre qu'il cherchait des cèpes, alors cela va rentrer dans la catégorie des confusions. Même si, on le voit, la différence n'est pas si énorme que ça entre ce type de confusion et le fait de ramasser n'importe quoi. Et parmi les confusions que j'ai analysées grâce au rapport de l'ANSES, et ce sont de très précieuses mines de renseignements, il y en a de toutes sortes. Je l'ai déjà dit, les champignons sont nombreux, ils peuvent varier en forme et en couleur, ils peuvent se présenter de différentes manières, et on peut honnêtement se tromper, quand bien même on savait ce qu'on cherchait et qu'on était un peu renseigné. Mais il y a aussi des confusions totalement incompréhensibles, qui sont difficiles à expliquer autrement que par une méconnaissance totale des champignons et des risques liés à leur consommation. À titre d'exemple, on va se pencher sur 2 confusions qui sont survenues en 2021. Une personne est tombée malade après avoir mangé des amanites tue-mouches qu'elle avait prises pour des amanites des Césars. On le sait maintenant, le chapeau de l'amanite tue-mouche est rouge avec des petits flocons blancs, alors que l'amanite des Césars a un chapeau orange. Oui, mais rouge-orange, ça peut se ressembler, la couleur peut varier d'un champignon à l'autre, ça peut être difficile à discriminer. Mais les flocons, les flocons blancs de l'amanite tue-mouche, elle peut les perdre lors d'un épisode de forte pluie par exemple. Et donc, elle ressemblera beaucoup à une amanite des Césars. Donc, ce type de confusion s'explique facilement et il peut arriver même à une personne qui s'y connaît un petit peu. C'est le type de confusion qui doit alerter tout cueilleur de champignons prudent, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Mais la même année, une autre personne a mangé du même champignon, l'amanite tue-mouche, sauf que dans ce cas, elle croyait que c'était des cèpes.
Je vais pas vous faire la liste des différences entre une amanite tumouche et un cèpe, il y a juste aucune ressemblance. De fait, on va le voir, les espèces recherchées occasionnant le plus de confusion ne sont pas nécessairement les plus difficiles à reconnaître. Et même je dirais qu'au contraire, plus un champignon est facile à identifier, plus sa popularité le rend dangereux, car des gens vont avoir tendance à ramasser n'importe quoi à la place. Donc les champignons les plus recherchés dans les cas d'intoxication, ce ne sont pas nécessairement les plus compliqués à reconnaître, mais tout simplement les champignons les plus recherchés tout court. Par exemple, en 2021 et 2022, c'était les girolles et les cèpes qui occupaient la première place des champignons recherchés en cas d'intoxication. Pour autant, je ne m'avoue pas vaincue. Je l'ai dit, les rapports de l'ANSES sont riches en informations, et j'ai tenté de décrypter toutes ces informations de la manière la plus efficace possible, en tenant compte du fait que les gens pouvaient potentiellement consommer n'importe quoi en pensant que c'était un cèpe, mais aussi que des confusions bien plus difficiles à éviter existent, et rendent aussi des gens malades, voire même entraînent des décès. Et bien sûr que parmi ces confusions, il y en a de plus dangereuses que d'autres. J'ai donc cherché également quelles espèces pouvaient occasionner les confusions les plus graves. Je ne vais pas vous régurgiter toutes les données sur les confusions, il y en a beaucoup, et les rapports de l'ANSES sont disponibles en ligne si ça vous intéresse. Mais je vais plutôt essayer de vous parler des confusions les plus courantes, et en particulier des plus dangereuses. Ainsi vous saurez quels champignons occasionnent le plus de risques de confusion dangereuse, même pour un cueilleur averti. Parlons d'abord des confusions les plus courantes. Les champignons les plus recherchés par les intoxiqués étaient les girolles, les cèpes et les coulmelles. Au vu de certaines des confusions listées dans les rapports, il semble bien que les gens qui disent rechercher des cèpes ou des girolles soient capables de manger à peu près n'importe quoi. Voici quelques exemples des confusions qui m'ont rendu les plus perplexes. Des cueilleurs de girolles s'intoxiquent avec des anselums livides. Il n'y a aucune ressemblance entre ces deux espèces. Des chercheurs de cèpes ou de bolets cueillent parfois des champignons à lame. Tricholam tigré, lépiote des jardins, clitocybe nébuleux, amanite ovoïde, et je l'ai dit, amanite tumouche. Ce sont les espèces qui ont été prises pour des cèpes en 2021 et en 2022. Rappelons que les bolets, dont les cèpes, n'ont pas de lame sous leur chapeau, mais des tubes. C'est très facile de reconnaître un champignon à tube d'un champignon à lame. Des chercheurs de pieds de mouton se sont aussi intoxiqués avec des antholomes livides. C'est une confusion très difficile à expliquer, parce que le pied de mouton est un champignon qui est facile à reconnaître, puisque sous son chapeau, il n'y a ni lame ni tube, mais des aiguillons. Ce n'est pas le seul champignon à aiguillons, mais c'est une caractéristique plutôt rare qui permet de reconnaître le pied de mouton sans trop de risques. On peut lire ça et là que le pied de mouton, la girolle, le cèpe sont faciles à reconnaître. Et c'est vrai, il y a peu de confusion possible. Quelques caractéristiques simples permettent de les différencier avec certitude. Mais on le dit peut-être un peu trop légèrement, et peut-être que des cueilleurs totalement inexpérimentés en déduisent hâtivement qu'on peut aller au cèpe sans aucun danger, même si on n'y connaît quasiment rien. Parlons des cèpes. Il existe 4 espèces de cèpes, le cèpe de Bordeaux, le cèpe des pins, le cèpe d'été et le cèpe bronzé. Ce sont tous les 4 d'excellents comestibles, et tous appartiennent à la grande famille des bolets. Les bolets se distinguent des autres champignons, comme je l'ai dit, par le fait qu'ils abordent des tubes sous leur chapeau, et non des lames comme la plupart des champignons. Et comme d'ailleurs toutes les espèces mortelles qu'on trouve en France, ce sont toutes des espèces à lames, c'est important de le noter. Pour autant, la famille des bolets est vaste. Il existe des bolets toxiques, des bolets immangeables, et beaucoup de bolets sans aucun intérêt culinaire. Il semble que les gens aient tendance à prendre n'importe quel bolet pour un cèpe. Beaucoup de chercheurs de cèpes dégustent des plats de n'importe quel bolet, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne tombent pas malades et qui du coup ne se retrouvent pas dans mes statistiques. J'en suis certaine parce que parmi les cueilleurs qui croyaient avoir mangé des cèpes, certains se sont intoxiqués avec d'autres types de bolets pourtant comestibles, comme le bolet rude. Et tout comestible qu'il soit, gustativement, le bolet rude n'arrive pas à la cheville du cèpe des pins ou du cèpe de Bordeaux. Est-ce que les gens manquent de goût? Il y a quand même une personne en 2023 qui s'est gravement intoxiquée avec des sclérodermes en croyant être en train de manger des truffes. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà approché d'une truffe, mais si un champignon n'a ni l'odeur ni le goût de la truffe, c'est probablement pas une truffe. En plus, un scléroderme, ça ressemble pas à une truffe, mais bref. En 2021, un chercheur de cèpes a consommé des bolets Satan, un bolet toxique très reconnaissable à son pied rouge et son chapeau blanc tout de même, et qui en outre dégage une odeur infecte. En plus des cèpes, beaucoup d'autres cueilleurs recherchent des bolets sans précision, ce qui renforce l'idée qu'il y a une réelle confusion entre les cèpes et les bolets en général. Le fait qu'aucun bolet ne soit mortel, c'est bon à savoir, mais encore une fois, certains sont quand même toxiques. D'autres ne sont pas bons,
Ne mangez pas n'importe quoi sous prétexte qu'il y a des tubes sous le chapeau. Bref, voilà qui est dit, et maintenant, on va passer aux confusions un peu plus compréhensibles, celles qui peuvent arriver même à quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il cherche. Je vous ferai ensuite une liste des espèces toxiques les plus consommées dans les cas d'intoxication, puis on se penchera aussi sur les confusions les plus graves. Girole et clitocype lumineux. Vous connaissez certainement la girole. Sa saveur est exquise et c'est un très bon champignon pour les débutants parce qu'on peut les trouver relativement facilement. Il n'y a pas beaucoup de confusion possible, même si, comme je l'ai dit, il ne faut pas exagérer la facilité de reconnaître n'importe quel champignon. La fausse girole, qui se distingue de la vraie notamment par le fait que ses lames sont bien des lames et non pas de simples plis comme la vraie girole, est moins savoureuse et elle peut avoir un effet laxatif, mais elle n'est pas franchement toxique. Il en va tout autrement du clitocype lumineux, qu'on appelle aussi le pleurote de l'olivier, de son nom scientifique Omphalotus olearius. Il ressemble vaguement à certaines girolles car il est jaune-orangé et possède des lames décurrentes, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre le pied et le chapeau. Sa couleur est plus intense, tirant sur l'orange ou le rouge, et contrairement aux girolles, il ne pousse pas du sol en symbiose avec les racines, mais directement sur le bois. Cependant, il faut faire attention, les champignons qui poussent sur le bois peuvent avoir l'air de sortir du sol, par exemple s'ils émergent d'une racine enfouie, ou de copeaux de bois en décomposition dans le sol de la forêt par exemple. Et attention, contrairement à ce que son nom indique, le pleurote de l'olivier peut pousser sur différentes espèces d'arbres, pas seulement sur l'olivier. C'est un champignon intéressant parce qu'il aurait la propriété de briller dans le noir d'une étrange lueur verte. Mais j'avoue que je ne vais jamais en forêt la nuit et en journée c'est un champignon qui paraît plutôt ordinaire. S'intoxiquer avec le clitocype lumineux, il faut vraiment le faire exprès, déclarait Patrice Dosé, vice-président aux affaires scientifiques du Cercle des mycologues de Montréal, dans l'article de lapresse.ca qui m'a été envoyé par le Centre antipoison du Québec. Car à mon grand étonnement, le clitocype lumineux, qui était une espèce plutôt méridionale en Europe, pousse également en Amérique du Nord. Et c'est vrai que la ressemblance de ce champignon avec la girole est un peu superficielle. Ils sont en réalité plutôt faciles à distinguer, ne serait-ce que d'ailleurs parce qu'un des deux brille dans le noir. Mais comme je le disais, certains cueilleurs se laissent peut-être abuser par la réputation de facilité de la girole. Si vous cherchez des girolles, le mieux est d'apprendre à reconnaître un pleurote de l'olivier, juste au cas où, car il provoque de sévères symptômes gastriques. Et la confusion la plus courante ayant entraîné des intoxications en 2021 et 2022, c'était celle entre la girole et le clitocype lumineux. Deuxième catégorie de confusion courante, attention aux agarics. Les agarics se ressemblent beaucoup entre eux. Ils sont comestibles, à l'exception de l'agaric jaunissant, qui se distingue, comme son nom l'indique, par le jaunissement de sa chair. Mais attention, le jaunissement ne se présente pas toujours de la même façon. Il peut être très marqué ou plus difficile à voir. Ainsi, l'agaric jaunissant détient la triste première place du champignon ayant empoisonné le plus de monde de 2021 à 2023. Il faut également être très prudent quant à la confusion entre certains agarics et les amanites, mais je vais revenir là-dessus plus tard. Quelques autres confusions qui sont survenues de 2021 à 2023. Il semble que le clitocype nébuleux ressemble assez à l'Antholum livide. L'amanite tumouche, on l'a vu, peut passer pour une amanite des Césars si elle perd ses flocons blancs. D'après mon guide, le marasme des oréades ou faux mousserons présente certaines ressemblances avec des petites lépiotes mortelles. Mais cette confusion n'est pas survenue au cours des 3 années que j'ai décryptées. Par contre, il a souvent été confondu, entre autres, avec le clitocype blanchi. Maintenant, je vais poser la question suivante. Quelles sont les espèces avec lesquelles on s'empoisonne le plus ? C'est intéressant parce que ça va dépendre à la fois de leur aspect, de leur fréquence et de leur ressemblance avec des comestibles. Les champignons vénéneux les plus ramassés à la place des comestibles sont indiqués pour 2021 et 2022 et en voici la liste. Les agarics jaunissants qui occupent la première place, les lépiodes vénéneuses, les Antholum livides, les bolets chicorées, les bolets satans, les amanites phalloïdes, les clitocypes de l'olivier, les bolets granulés ou encore les clitocypes blanchis, les clitocypes lumineux et l'amanite tumouche. Alors il faut le faire, je trouve, pour manger une amanite tumouche parce que c'est quand même un champignon toxique très réputé. Pour 2023, on dispose d'informations encore plus précises. L'agaric jaunissant est de loin encore le champignon toxique qui a le plus fréquemment été mangé, avec 37 repas. Ensuite vient la lépiote des jardins, 12 repas, l'Antholum livide ensuite en troisième avec 8 repas,
Puis viennent le bolet chicorée, l'amanite phalloïde ex aequo avec le bolet de Satan, et le clitocype blanchi, le clitocype lumineux et le bolet granulé. Donc c'est l'agaric jaunissant qui a empoisonné le plus de monde, et j'ai été surprise de voir l'Anthollum livide survenir un peu partout dans les listes de confusion, comme si ce champignon était souvent confondu avec n'importe quoi, comme par exemple les cèpes, les girolles, les moussons, les pieds de mouton. C'est un champignon très courant et à l'aspect très banal, un peu comme un gros champignon de Paris. Comme je le disais dans l'épisode 2, il est possible que l'aspect inoffensif de certains champignons encourage des gens à les consommer. Mais on le voit bien, toutes ces confusions n'auront pas les mêmes conséquences. L'Anthollum livide et l'agaric jaunissant provoquent de sévères troubles gastriques, mais ne sont pas mortels. Donc on va parler maintenant des cas les plus graves, toujours de 2021-2023. Les espèces les plus consommées dans les cas d'intoxication grave étaient celles-ci. Loin devant, l'amanite phalloïde avec 14 cas. D'autres espèces d'amanites sont impliquées dans 9 cas graves, dont 5 pour l'amanite panthère. 4 cas graves impliquent des cortinaires, dont 2 croyaient avoir cueilli des cèpes, ce qui est quand même encore une fois extraordinaire. Les inocibes ont occasionné 5 cas graves. Enfin, l'agaric jaunissant, qui est le champignon toxique le plus consommé, est cité dans un seul cas grave en 2022. Mais comme le syndrome panthérinien est évoqué, ces agarics ont peut-être été mangés avec d'autres espèces. À mon grand étonnement, un seul cas grave a été occasionné par des petites lépiotes, du moins de ce qu'on sait, parce que je rappelle que l'espèce consommée n'est pas connue pour tous les cas graves, loin de là. Une autre question intéressante, que cherchaient ou que croyaient manger celles et ceux qui ont souffert d'intoxication grave? Eh bien, c'est très intéressant, parce que certes, je l'ai déjà expliqué, les gens s'intoxiquent en cherchant ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire le plus souvent des cèpes ou des girolles. Mais pour ce qui est des intoxications graves, c'est un peu différent. La coulmelle est de loin le champignon le plus recherché, avec 24 intoxications graves. Loin derrière, on a le rosé des prés, qui a mené pas moins de 13 personnes à s'intoxiquer gravement, tandis que les chercheurs de bolet et de cèpes ont connu 12 cas graves d'intoxication, et les chercheurs de girolles seulement 4. Les coulmelles et les rosés des prés sont donc des champignons particulièrement dangereux à rechercher. Ce sont d'excellents comestibles, mais de ceux qui peuvent le plus ressembler à certains toxiques dangereux. Le rosé des prés, Agaricus campestris, ressemble beaucoup à son cousin Agaricus bisporus, notre bien familier champignon de Paris. Mais ces champignons ressemblent aussi pas mal à des amanites. Si on mange des champignons de Paris, c'est parce qu'ils sont faciles à cultiver. On les cultive depuis le XVIIIe siècle. Mais si on devait les ramasser dans la nature, ce serait une autre histoire. Quant aux coulmelles, elles sont à la fois très réputées, très savoureuses et tenues pour faciles à reconnaître, donc souvent recherchées. Et en même temps, elles partagent visuellement certaines caractéristiques avec les amanites. C'est sans doute pourquoi elles sont aussi souvent citées dans les cas graves d'intoxication. Ainsi, en 2021, un cueilleur est décédé d'un syndrome phalloïdien après avoir consommé ce qu'il pensait être des coulmelles. Faites très attention aux coulmelles. Avant de vous souhaiter une bonne cueillette, et de ne pas vous empoisonner surtout, il me reste à dire quelques mots sur les moyens d'identification. Les moyens d'identification, parlons-en. Alors déjà, quelques chiffres, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'adore les chiffres. Mais la majorité des intoxiqués, environ les 3/4, n'utilisent pas de moyens d'identification autres que leurs propres connaissances personnelles, qui, on l'a vu, sont parfois très lacunaires. Il reste donc environ un quart qui ont utilisé un des moyens d'identification dont je vais vous parler. Pour être parfaitement clair, les chiffres que je vais vous donner par la suite concernent ces 25% de personnes s'étant intoxiquées qui avaient utilisé un moyen de reconnaissance des champignons autre que leur connaissance personnelle. Donc pour être bien précis, pour ne pas avoir à répéter tout ça à chaque fois, je vais nommer ce groupe de personnes les identificateurs. Mais attention, ça ne veut pas dire que les 3/4 restants n'ont pas identifié leurs champignons, simplement ils l'ont fait tout seuls sans aide extérieure. Les identificateurs sont donc ceux qui ont eu des recours à des moyens d'identification, qui sont les suivants. L'aide d'une tierce personne, un pharmacien, un livre, une application sur smartphone, un mycologue d'une association et enfin Internet. Je vais dire un mot sur chacun d'eux. Les identificateurs recourent souvent à l'aide d'une personne de leur entourage. Il suffit de connaître quelqu'un qui ramasse lui-même des champignons, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est qu'il faut avoir quand même une certaine confiance dans l'expertise de cette personne.
Je vous suggère de garder à l'esprit que la plupart des gens qui ramassent eux-mêmes des champignons et les mangent connaissent généralement quelques espèces qui poussent près de chez eux et dans les coins où ils ont l'habitude d'aller, et ils ont les connaissances suffisantes pour ne pas s'empoisonner dans ce contexte. Donc faites attention, il vaut mieux éviter de demander conseil par exemple si vous n'habitez pas dans la même région. Le deuxième moyen d'identification le plus utilisé, ce sont les pharmaciens. La moitié des gens vont vous dire qu'il faut aller faire identifier sa cueillette à la pharmacie, l'autre moitié vous diront que les pharmaciens n'y connaissent rien et que ça ne sert à rien. Évidemment, ça va dépendre des pharmacies. Si vous habitez en ville, il y a peu de chances que votre pharmacien puisse vous renseigner parce que même si la mycologie est abordée lors des études en pharmacie, c'est un savoir qui a besoin d'être développé et entretenu. Et j'ajouterais que généralement, les pharmaciens ne veulent pas prendre de risques. Donc un pharmacien de village pourra vous confirmer par exemple que vous avez bien trouvé des girolles ou des cèpes, mais il ne pourra pas forcément vous aider pour des identifications plus pointues ou difficiles. Troisième moyen le plus utilisé, les livres. Il y en a d'excellents, mais il y en a de toutes sortes. Il y a les petits livres qui vous renseignent sur un petit nombre d'espèces et où vous ne trouverez pas toujours ce que vous cherchez. Il y a les livres un peu plus fournis, où vous trouverez la plupart des espèces communes, comme par exemple 450 champignons aux éditions de Lachaud. Et il y a les bibles, comme le Guide des champignons de France et d'Europe, qui certes contient un très grand nombre d'espèces, 3285 pour l'édition que je possède, mais qui du coup deviennent beaucoup plus difficiles à utiliser. Il ne suffit pas de feuilleter votre guide comme un catalogue pour tomber sur le champignon que vous cherchez. Il faut une réelle envie d'apprendre, afin de réussir à comprendre l'utilisation des clés d'identification mycologiques. Une clé d'identification, c'est une page ou une application qui permet de vous y retrouver selon certaines caractéristiques de votre champignon, comme la forme des lames, la couleur des spores, etc. Et qui va donc vous permettre de retrouver votre champignon parmi les quelques centaines ou les quelques milliers d'espèces, si vous ne vous trompez pas bien sûr. L'avantage d'un livre comme le Guide des champignons de France et d'Europe, c'est qu'il répertorie de nombreuses espèces de champignons, et pas seulement les comestibles. Ce sont de véritables encyclopédies, et j'imagine que même les mycologues les plus avisés doivent posséder ce genre de bouquins chez eux, parce que je doute qu'ils connaissent par cœur toutes les espèces qu'on peut y trouver. Quelle que soit son épaisseur, un bon guide d'identification des champignons devrait toujours renseigner sur les confusions possibles, même et peut-être surtout s'il renseigne sur peu d'espèces. Ainsi, Le Petit Larousse des cueillettes sauvages, qui est un livre que j'adore, donne des indications sur la cueillette de la foliote changeante, un très bon comestible, mais ne précise pas que la galère marginée peut lui ressembler. Il n'alerte pas non plus sur les ressemblances entre la coulmelle et des lépiotes de plus petite taille. On trouve par ailleurs un chapitre sur les champignons vénéneux, mais la galère marginée et les petites lépiotes mortelles en sont absentes. Comme d'autres livres du même genre sur les cueillettes sauvages, Ce Petit Larousse aborde plusieurs types d'aliments qu'on peut trouver dans la nature, dont des champignons, mais aussi des herbes, des fleurs, des mousses et même des coquillages. Et ces livres, qui sont souvent très beaux et attractifs, je le redis, j'adore Mon Petit Larousse des cueillettes sauvages, ne sont pas des guides de mycologie à proprement parler. Ils sont faits pour vous inspirer, vous charmer, vous donner envie de partir à l'aventure qu'est la cueillette, mais j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas baser vos identifications sur ce type d'ouvrage. Enfin, je l'ai déjà dit, mais je vous rappelle qu'un guide d'identification des champignons n'est fiable que s'il est récent, disons antérieur aux années 2000, parce que depuis, de nouveaux syndromes d'intoxication fongique ont été découverts. Le troisième moyen d'identification le plus utilisé en 2022, hélas, c'était les applications sur smartphone. Hélas, parce qu'en 2021, 6 personnes s'étaient intoxiquées après avoir identifié des champignons via une application. En 2022, elles étaient 30, donc 5 fois plus. On aurait pu craindre une augmentation en 2023, et ce n'était pas le cas, mais il n'y avait pas non plus de diminution significative. Ainsi, en 2022 et en 2023, c'était environ 10% des identificateurs qui avaient utilisé une application smartphone. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Je ne m'explique pas complètement pourquoi les applications de reconnaissance des champignons sont aussi mauvaises, parce que moi-même j'utilise des applications de reconnaissance des plantes, comme PlanteNet, et c'est sûr qu'on ne peut pas leur faire confiance à 100%, mais globalement quand même elles sont efficaces, en tout cas elles donnent des pistes. Reconnaître un champignon d'après des photos, c'est peut-être plus difficile que pour une plante, mais ça suffit pas à expliquer pourquoi les applications de reconnaissance des champignons sont d'une qualité aussi déplorable.
Et même si elles étaient bien faites, je crois pas quand même qu'on pourrait s'y fier. En général, heureusement, ces applications préviennent elles-mêmes les utilisateurs qu'il ne faut pas manger les champignons qu'on a identifiés avec ces applications, parce qu'elles ne sont pas assez fiables pour prendre ce risque, loin de là. Mais même dans le simple but d'améliorer ses connaissances sur les champignons, j'en ai jamais trouvé aucune, et j'en ai testé plein, aucune qui soit vraiment utile. Et vraiment, je vous le déconseille. Encore moins, évidemment, pour manger des champignons que vous ne connaissez pas, mais bon, ça, pas besoin de le dire. Le quatrième moyen d'identification le plus utilisé en 2022, c'était le recours à un mycologue via une association. Mais il ne comptait plus que pour 5% des moyens d'identification en 2023. Attention, on est toujours dans les statistiques sur les personnes qui se sont intoxiquées, donc ça ne veut pas dire que les gens font plus confiance à leur smartphone qu'à un mycologue. J'imagine que, en tout cas, c'est une excellente solution de faire appel à un mycologue d'une association et aussi de faire des sorties organisées par ce type d'association, si vous en avez une près de chez vous. Ça peut être très intéressant. Enfin, le dernier moyen d'identification, mais pas des moindres, en 2022, c'était Internet. En 2022, Internet était 5e derrière les mycologues des associations, puisque 8% des identificateurs avaient eu recours à un mycologue et 7,5% avaient utilisé Internet. Mais en 2023, voilà que tout est bousculé. Le recours à Internet monte en flèche devant les mycologues d'associations, devant les pharmaciens et devant les livres. En 2023, c'est 23% des identificateurs qui avaient utilisé Internet. Bon, vous me direz, c'est 23% des 25% de cueilleurs qui sont intoxiqués, donc ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle. Peut-être, mais attention, Internet c'est vaste. Et si le recours à Internet a explosé entre 2022 et 2023, c'est que alors que le recours aux applications est resté stable, c'est peut-être qu'on peut trouver de bien meilleures informations sur Internet. Utiliser Internet comme aide pour identifier ces champignons, ça peut paraître vraiment être une idée complètement stupide. Et effectivement, ça peut l'être, ça dépend comment vous vous y prenez. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les mycologues d'associations, ils ont aussi Internet. Et tous ces passionnés partagent leurs connaissances sur des forums ou sur des groupes sur Facebook. Et en fait, c'est en grande partie grâce à ces gens que j'ai pu faire progresser mes connaissances sur les champignons. Donc merci à eux. Évidemment, vous ne devez jamais faire confiance aveuglément à n'importe qui. En plus, manger ou pas des champignons sauvages relève d'une responsabilité individuelle. Vous ne pouvez pas demander à quiconque de la prendre pour vous, encore moins à des inconnus sur Internet. Une règle qui est d'ailleurs en vigueur sur tout bon groupe d'identification de champignons. Mais sachez néanmoins que les groupes Facebook de passionnés de champignons peuvent être des lieux de partage de connaissances très intéressants, pourvu que vous ne fassiez pas confiance aveuglément à tout ce qu'on peut vous dire et que vous recoupiez bien sûr les informations. Par exemple avec un bon guide d'identification que toute personne devrait posséder si elle s'intéresse aux champignons. Bon, sur ce, on semble avoir fait un petit tour rapide du sujet des confusions. C'est déjà l'heure de se quitter. En fait, j'aurais encore énormément de choses à dire au sujet des champignons, je pourrais en parler pendant des heures, mais comme je vous le disais en introduction, j'ai d'autres sujets en préparation. Et donc je vous reviendrai la prochaine fois avec d'autres histoires intéressantes et il est probable que je revienne un peu plus tard sur la mycologie, dans quelques épisodes on va dire. Et on se quitte, je vous donne mes sources et je vous dis à la prochaine. Mes sources, la musique est toujours de Darkwood, merci à eux. Des articles, les rapports d'études de toxicovigilance de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, émis en 2022, 2023, 2024. Des livres, le guide des champignons de France et d'Europe de Guillaume Essartier et Pierre Roux, 5e édition. Les 50 règles d'or du cueilleur de champignons de Guillaume Essartier. 450 champignons, édition de La Chaux, de Andreas Gminer et Tanja Boning, désolé si je prononce pas bien. Le Petit Larousse des cueillettes sauvages de Richard Mabé. L'Odyssée des champignons de François Le Tacon et Jean-Paul Maurice. Toujours le site internet lapresse.ca. Les recherches, l'écriture, l'enregistrement et le montage sont de moi toute seule. Merci encore à Darkwood, merci aux membres des groupes Facebook de reconnaissance des champignons qui m'ont aidé à faire progresser mes connaissances. Et merci à tous les passionnés du monde qui partagent leur savoir. C'était les questions qu'on pose le podcast et je vous dis à la prochaine.